Vive le président Mitterrand. Vive le maréchal Mobutu. Parti socialiste français, oyez. APR, oyez. Vive la coopération internationale. Notre seul guide, notre seul espoir, notre salut. C'est la toute première fois à ma connaissance qu'on voit des gouvernements étrangers sous prétexte d'encourager un processus de démocratisation s'ingérer d'une manière aussi flagrante dans les affaires d'un pays. Il faut désigner un Premier ministre dont la tête doit plaire. Mais c'est grave. Demain, par exemple, l'Occident viendra me dire pourquoi votre épouse n'a pas souri depuis ce matin. Eh bien, si après-midi, elle ne sourit plus, on va vous couper l'aide. J'exagère peut-être, mais à la lueur vont les choses. Le changement, c'est moi. Le processus de démocratisation, c'est moi. Lorsqu'on a sur le dos les États-Unis, votre pays, la France, et bien entendu la Belgique, et ça n'est pas du tout facile. Bon, ils se sont arrogés le droit de s'occuper de mon pays, de moi-même, et j'ajoute tout de suite, sans mandat. On veut nuire à un chef d'État africain. Je ne dirais pas noir, mais africain. Voilà. Et on en parle depuis combien d'années? Personne aujourd'hui n'est en mesure de dire à telle banque, tel compte, vous avez... Je voudrais et je mets quiconque au défi de le prouver. Ce que je possède, c'est pour mon peuple. Et je l'ai prouvé. J'ai investi dans mon pays, j'ai investi à Gbadolité, à Goma, ici à Kinshasa. Les preuves sont là. Voilà tout. On connaît le montant de cette fortune? Comment? On connaît le montant de cette fortune? Mais c'est à vous à me le dire. On parle de 2, 3, 4, 5 milliards de dollars. Ah bon? Moi, je croyais que c'était dans les 50, 100, 2000 milliards, quelque chose de ce genre. Beaucoup de chiffres sont cités, effectivement. Ouf. Qui veut noyer son chien? Vous connaissez la suite. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Selon une tradition bien établie, un chef militaire qui est fait maréchal se doit de choisir une devise. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai voulu rester dans la ligne du mouvement populaire de la Révolution. Voici ma devise. Toujours servir. À la fin des années 1970, le Zaïre est secoué par de graves crises sécuritaires, notamment dans la province du Chaba. Ces troubles offrent à Mobutu l'occasion de consolider encore davantage son pouvoir. À l'issue des événements, il concentre entre ses mains des fonctions multiples. Commandant suprême des forces armées, chef d'état-major général, chef d'état-major des forces terrestres et commissaire d'État à la défense. En décembre 1982, le congrès du mouvement populaire de la Révolution le promeut au rang de maréchal, un titre qui vient couronner sa domination sans partage. Quelques mois plus tard, le 19 mai 1983, Mobutu apparaît en grand uniforme blanc, son bâton de maréchal orné d'étoiles à la main lors d'une cérémonie solennelle. Ce jour-là, il proclame une amnistie générale et libère les prisonniers politiques. Mais son discours traduit bien sa conception autoritaire du pouvoir. Mon schéma est simple. Aujourd'hui, vous sortez de prison. Demain, vous recommencez, je vous reprends et vous retournez en prison. La politique africaine se définit autour de ce qu'on appelle techniquement
la palabre, c'est-à-dire tous les problèmes de la communauté se discutent par tous les membres de la communauté autour du chef. Et tout le monde s'exprime librement, donne son point de vue et arrive à prendre des décisions qui sont exécutoires. À un moment donné, les jeux ont un peu été faussés avec l'évolution de la vie politique chez nous. Quand on dit que le MPR, c'est un parti unique, chez nous, nous préférons l'appeler plutôt parti national. C'est parce que le MPR a... Donc je vous dis, je crois personnellement qu'en s'écartant de la philosophie même du manifeste de Lancellet, on a fait du MPR un parti qui n'est pas basé sur l'adhésion libre. Et à un moment donné, on a déclaré que tout Zaïrois, de par sa naissance, est membre du MPR. Et chez nous, d'ailleurs, il y a un dicton, un slogan en lingala qui dit « Olinga, olingate, ozali MPR », c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu es membre du MPR. Or, dès que tout le pays, obligatoirement, tous les citoyens sont membres du MPR, or, comme dans un parti, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur qui entraîne la discipline du parti. Donc, vous voyez, dans un parti où l'on n'a pas adhéré librement, et dès qu'on y applique la discipline du parti, qui normalement ne peut se comprendre que dans un parti où l'on a adhéré librement, vous voyez que tout de suite, ça donne lieu à énormément d'abus. On ne sait plus s'en sortir. C'est là qu'on vit un peu les dispositions ou les options fondamentales du manifeste de Lancellet, qui, lui, a laissé l'ouverture même à l'existence de deux partis. Au lendemain de la première guerre du Chaba, en 1977, Mobutu, au pouvoir depuis 12 ans, reconnaît dans son discours du 1er juillet que la crise n'avait pu être surmontée que grâce aux interventions étrangères. Toutefois, il rejette la responsabilité des revers initiaux sur les cadres du MPR, le parti-État, qu'il accuse d'opportunisme. Des gens qui ont un pied dedans et un pied dehors, qui participent certes à des marches de soutien, mais qui prédisent la fin du régime dans des cercles privés. Dans le même discours, à la surprise générale, Mobutu admet avoir vu 2 articles fondamentaux de la Constitution. L'article 12, garant de la liberté d'expression, et l'article 52 qui prévoyait des élections au suffrage universel. Il promet alors des réformes. Le peuple zaïrois doit aussi avoir l'occasion d'émettre des critiques constructives. J'ai décidé de réformer les structures du parti pour donner au peuple la possibilité de mieux faire entendre sa voix. Il annonce donc que les parlementaires ne seront plus désignés, mais élus conformément à la Constitution. Cet engagement ouvre une brèche inattendue dans ce que l'on appelait jusque-là l'empire du silence. Profitant de l'occasion, certains opposants se lancent dans la campagne électorale. Une fois élus commissaires du peuple, ils utilisent leur immunité parlementaire pour mettre en cause la gestion du régime. Lorsqu'on veut être honnête, on doit rendre un hommage mérité à l'ensemble du travail qu'accomplissent nos commissaires du peuple pour aider notre pays à retrouver toutes ses bonnes vertus d'antan. Personnellement, je n'ai rien à reprocher au travail de fond auquel nos parlementaires s'attellent, du reste consciencieusement. C'est moi qui ai permis, par les réformes annoncées dans mon discours du 1er juillet 1977, au Conseil législatif, de pouvoir aujourd'hui évoluer tout à fait à l'aise, car j'ai été le premier à réaliser le bien fondé du pouvoir parlementaire fort et réel dans notre pays. Et j'y crois encore. C'est pourquoi j'ai créé ce cadre et cette atmosphère de libre expression, qui fait aujourd'hui que notre Parlement n'a rien à envier aux autres à cet égard. En le faisant, j'ai été guidé par un seul souci, celui de mettre le Conseil législatif effectivement au service du peuple. Malheureusement, je dois aussi vous mettre en garde contre un mauvais courant qui semble gagner le milieu parlementaire. En effet, d'aucuns voudraient utiliser le Parlement non pour servir, mais pour se servir, c'est-à-dire vider des rancœurs personnelles et procéder à certains règlements de compte. C'est là qu'existe le danger. En 1979, des députés du Kasaï oriental déposent un rapport accablant sur le massacre de creuseurs clandestins de diamants dans le district de Tchilangé. Alors que le gouvernement parle de 3 morts, eux avancent un bilan de 120 à 230 victimes. Mobutu refuse toute enquête
et met brutalement fin à cette expérience de libéralisation. Le 4 février 1980, dans un discours intransigeant, il déclare la fin de la récréation. Plus question d'élire les dirigeants du parti ou d'interpeller les ministres. Quant au multipartisme, il le bannit catégoriquement. Le Parlement est désormais supplanté par un comité central du MPR, dont tous les membres sont nommés par Mobutu. Mais l'opposition n'a pas dit son dernier mot. Étienne Tshisekedi, ancien pilier du régime, prend ses distances. Contrairement à beaucoup, il avait refusé de profiter des biens confisqués aux étrangers. En novembre 1980, lui et 12 autres parlementaires publient une lettre ouverte restée célèbre, la lettre des 13. Dans un style frontal, il dénonce la dictature, réclame la démocratie et accuse directement Mobutu. Le mal zaïrois, c'est vous. En février 1982, ces parlementaires franchissent un pas décisif en créant clandestinement l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, premier parti d'opposition. La répression est immédiate, arrestation, torture, mandat retiré, certains opposants trouvent même la mort. Pourtant, sous la pression, Mobutu proclame une nouvelle amnistie en 1985 et invite l'UDPS à formuler des propositions. Le mouvement publie alors un mémorandum prônant le multipartisme, l'autonomie des régions et le respect des droits de l'homme. Mais cette ouverture reste de façade. Le 17 juin 1987, à Guadolite, Étienne Tshisekedi et d'autres signent un accord de ralliement avec Mobutu, présenté comme une « paix des braves ». Après des années d'arrestation et d'humiliation, certains cadres de l'UDPS sont intégrés au comité central du MPR, sans réel pouvoir. Tshisekedi, lui, espère obtenir la fonction de premier commissaire d'État. Mais en mars 1988, Mobutu lui préfère un autre, trahissant une fois encore ses promesses. L'accord de Badolite marque un tournant. L'UDPS rentre officiellement dans le rang du MPR au prix de ses ambitions démocratiques. Mais dans l'ombre, le ferment de l'opposition reste intact et ne tardera pas à ressurgir. En mai 1984, les 3000 congressistes du MPR entérinent sans surprise la candidature unique du maréchal Mobutu à la présidentielle. Le peuple est invité à reconduire, à 100%, le guide de la révolution. Le scrutin se tient le 29 juillet. Chaque électeur doit glisser dans l'urne soit un bulletin vert, symbole de vie et de prospérité, pour dire oui à Mobutu, soit un bulletin rouge associé au sang et au désordre. Le résultat est connu d'avance. Une réélection triomphale. Sur le plan économique, entre 1983 et 1986, le Zaïre parvient à contenir partiellement l'inflation grâce à des programmes de stabilisation mis en place avec l'appui de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de pays partenaires. Mais ces efforts se font au prix d'énormes sacrifices sociaux et la croissance reste anémique. Dès 1986, la crise reprend de plus belle. Pour la population, la survie devient une affaire individuelle. Chacun cherche des solutions à ses propres difficultés, parfois au détriment de l'intérêt collectif. L'État semble absent, presque abandonné. Un slogan populaire illustre le désespoir ambiant, celui qui doit redresser ce pays n'est pas encore né. Moto akobonjisa mboka oyo nanu abotamite. Mobutu, de son côté, promet un septennat du social, censé réhabiliter les infrastructures dans 4 domaines clés. La santé, les transports, l'énergie et les télécommunications. Mais ce programme ne produit aucun résultat tangible. L'endettement extérieur explose, la pression du FMI et de la Banque mondiale s'accentue. En 1986, un plan quinquennal est lancé, vite paralysé par l'absence de financement. Beaucoup estiment que la faillite de ces plans s'explique moins par le manque de moyens que par la corruption du régime lui-même. Le Premier ministre de l'époque reconnaît, dans le budget de l'État, une grande partie devait être envoyée au président. Pour lui, il n'y avait pas de différence entre le trésor public et sa poche. Au 4e congrès du MPR, en 1986, le ton change. Le mot d'ordre est « tout doit changer, tout va changer ». Mobutu attribue la crise non pas au système, mais aux mentalités. Il faudrait, selon lui, que les cadres se dépassent et se sentent responsables du bien-être du peuple. Mais ces appels au changement restent sans effet. Les réformes annoncées s'avèrent illusoires. La réalité est beaucoup plus dure. Kinshasa, jadis surnommé Kin la joie, Kinshasa devient Kin la peur. En 1989, le prix des carburants double et la monnaie nationale s'effondre. Alors qu'en 1967, un Zaïre valait 2 $ américains, en 1989, il faut 381 Zaïres pour obtenir un seul dollar. 3 ans plus tard, en 1992, le taux de change atteint près de 2 millions de Zaïres pour $1. Les produits de base deviennent inaccessibles. Le sac de manioc, nourriture essentielle, se vend 8000 Zaïres, la baguette de pain 500 Zaïres. Le makuta, petite monnaie du quotidien, disparaît du circuit monétaire,
rendu inutile dans une économie frappée d'hyperinflation. Ici au Zaïre, quelqu'un qui vend et quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui vend, qui mange un peu bien, mais quelqu'un qui travaille n'a pas d'argent. Vous ne pouvez pas voir des Quinois dans des wagons comme ça. Hein? Comme des bêtes. Nous sommes dans un pays riche, mais regardez comme nous souffrons. Voilà un jeune gars. Voilà, c'est nous qui tient la production du pays. Mais si on vous parle de notre salaire, ça ne tient pas par rapport au pays limitrophes ici, des voisins, des Gabonais ou des Camerounais, tout ça. Hein? Ça ne va pas. Nous, les conducteurs de train, nous souffrons. Pendant 25 ans, ça ne va pas. Hein? Il y a beaucoup de citoyens qui se sont précipités de quitter leur maison pour venir ici, pour tenter la chance d'être embauchés comme séméniers. Mais en arrivant ici, au lieu qu'on les embauche gratuitement, mais les gens qui sont placés dans des services de placement demandent encore l'argent à ceux qui viennent chercher du boulot et pas pendant qu'ils n'ont absolument rien. On exige par exemple 20 000 Zaïre à un citoyen pour avoir un laissez-passer seulement, pour être embauché comme séménier. Alors lui-même, il n'a même pas mangé ne fût-ce qu'un morceau de choukwang à la maison. Où est-ce qu'il va trouver 20 000 Zaïre ou bien 30 000 Zaïre pour avoir un laissez-passer? Alors c'est cela qui fait qu'il peut maintenant entrer au port sans autorisation, soit il peut grimper dans des murs, il voit tel navire par exemple qui doit quitter les Zaïre pour en destination soit d'Anvers ou bien d'Hambourg. Bon, il va tenter sa chance, il entre comme clandestin et puis il s'en va pour aller un peu tâtonner. Donc tout ça vraiment, ça nous rend la tâche difficile. Même les gens qui travaillent, moi-même je suis travailleur, j'ai touché mon salaire, les 31 pardon, c'était mercredi et aujourd'hui je n'ai absolument rien. Je suis père de 3 enfants, marié, alors j'ai quitté ma maison sans même prendre une tasse de café. Et jusque-là, je n'ai même pas laissé aucun goûter à la maison. Les enfants souffrent et c'est cela qui nous pousse peut-être de faire des aventures au port, essayer un peu de ramasser n'importe quoi pour faire vivre la famille. C'est cela qui fait que tout le monde est désolé de rester dans ce pays et cherche à clandestiner pour aller chercher la vie ailleurs. Dans ce contexte, Mobutu se détourne de Kinshasa. À un journaliste français, il confie « Chaque fois que je le peux, je vis sur le fleuve qui représente pour moi la majesté de mon pays. Son yacht présidentiel, le Cap Magnola, devient une véritable présidence flottante. » Avec tout ce que j'ai dans la tête, chaque soir, j'aime que le bateau bouge et que je me sente un peu bercé comme un enfant. Là, c'est tout. C'est une question d'habitude. Peur, eh bien, si on a peur, on ne peut pas diriger le Zaïre. Après son discours du 24 avril 1990 sur la démocratisation, il délaisse même la capitale pour s'installer dans sa ville natale, Guébadolit, équipée d'un aéroport international construit à sa gloire. Guébadolit est alors transformé en vitrine du régime. Le centre de développement agricole et industriel, appartenant à la famille Mobutu, emploie plus de 4000 personnes. Des banques et des usines s'y installent, dont une brasserie Coca-Cola inaugurée en 1988. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde entre dans une nouvelle ère, la guerre froide. Dès 1947, les deux vainqueurs du conflit, les États-Unis et l'URSS, s'affrontent pour imposer leurs idéologies et attirer le plus grand nombre d'alliés. Deux blocs se forment, le camp capitaliste mené par Washington et le camp socialiste dirigé depuis Moscou. Dans ce contexte, les anciennes puissances coloniales cherchent à garder la main sur leurs ex-colonies. Elles favorisent des dirigeants jugés fiables, capables de défendre leurs intérêts et de s'aligner sur leurs orientations politiques et économiques. Au Congo, l'ascension de Patrice Lumumba, accusé de sympathie communiste, inquiète fortement la Belgique et les États-Unis. Très vite, il est combattu puis éliminé. C'est dans ce climat que Joseph Désiré Mobutu, alors chef d'état-major de l'armée, prend le pouvoir par un coup d'État le 24 novembre 1965. Cette prise de contrôle se fait avec l'aval de Washington et de Bruxelles. Dès ce jour-là, Mobutu annonce la couleur « Le rêve de ma vie est que la Belgique et moi puissions reconstruire ce pays ». Le Congo de Mobutu devient rapidement un pion stratégique de l'Occident face au bloc soviétique. Sa position centrale en Afrique et l'immensité de ses ressources en font un atout majeur dans la lutte contre le communisme. En échange de sa fidélité, Mobutu bénéficie d'un soutien financier massif des États-Unis, de l'Europe et des institutions financières internationales qui ferment les yeux sur ses dérives autoritaires et sur la corruption généralisée.
Washington voit en lui l'homme idéal pour contenir l'influence soviétique en Afrique. Fidèle allié, Mobutu sert de relais aux Américains dans leur stratégie anticommuniste. En mars 1970, il soutient même une tentative de coup d'État orchestrée par Pierre Kinganga contre le régime socialiste de Marien Gouabi au Congo-Brazzaville. Cette manœuvre échoue, Kinganga est tué. Jacques Foccart, conseiller de l'Élysée et témoin de l'époque, rapporte « Le 23 mars 1970, je suis au balcon pour assister à la première tentative de déstabilisation du régime, celle du lieutenant Pierre Kinganga. À la tête d'un commando, Kinganga a opéré son coup manqué en partant de Kinshasa. Je suis justement en visite à Kinshasa. Mobutu est agité et peu attentif à notre conversation. Il fait des allées et venues vers la fenêtre. Soudain, on aperçoit un petit bateau. Mobutu s'excuse et se précipite sur son téléphone. Deux a des conversations très animées, en lingala, avec plusieurs interlocuteurs. Je le quitte sans recevoir d'explication, mais peu après, j'apprends le coup d'État qui vient d'être tenté à Brazzaville et son échec. Je vais voir le colonel Claude Madembassi. Il ne fait pas beaucoup d'efforts pour me cacher qu'il avait concocté quelque chose avec Mobutu. Mobutu récidivera. Il tient à voir restaurer un gouvernement modéré chez ses voisins. En 1985-1986, l'administration Reagan cherche à soutenir militairement l'UNITA de Jonas Savimbi en guerre contre le régime marxiste de José Eduardo dos Santos en Angola. Mais un obstacle se pose, l'embargo sur les armes sud-africaines. La solution est trouvée à Kamina, une base militaire située au Zaïre. Mobutu accepte de prêter cette infrastructure stratégique à ses alliés américains. De nuit, de nombreux vols cargo y déchargent des armes, ensuite transférés vers des avions sud-africains plus légers. L'opération, orchestrée par la CIA, est entourée du plus grand secret. Pour ne pas éveiller de soupçons, la protection et le déchargement sont confiés à des militaires afro-américains. Cette collaboration s'inscrit dans une logique plus large. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis connaissent l'importance stratégique du Congo. L'uranium extrait au Katanga avait déjà servi à fabriquer la première bombe atomique. Le sous-sol congolais, riche en cuivre, diamants, cobalt et autres minerais rares, en fait un partenaire convoité. Larry Devlin, ancien agent de la CIA, considéré par certains comme l'artisan de l'ascension de Mobutu, résumait ainsi « Bien qu'il n'ait pas été la solution idéale au problème du Congo, Mobutu donnait aux États-Unis ce qu'il voulait. Mobutu lui-même était conscient de sa dépendance. » José Nimi, son ancien directeur de cabinet, rapporte ses confidences. À Guébadolit, dans un moment de dépit, Mobutu m'a dit « Je sais qu'à tout moment, si les Américains décident de me laisser tomber, je ne serai plus à mon poste. » Cette réflexion m'avait profondément marqué sur le poids de l'extérieur dans la longévité de son pouvoir. Mais Washington n'était pas le seul soutien du maréchal, la France et la Belgique se montrèrent également des alliés stratégiques. Paris considérait Mobutu comme un garant de la stabilité régionale. Sous Georges Pompidou, un adage circulait « Aider le Zaïre, c'est s'aider soi-même ». Aux yeux des responsables français, Mobutu représentait une digue contre le chaos. Les liens étaient aussi économiques. Le Zaïre, immense pays francophone, constituait à la fois un allié politique et un vaste marché. En 1976, Mobutu commande à la France 17 avions Mirage. Jacques Foccart, conseiller de l'Élysée, confiera plus tard « Je ne tire aucune fierté de ce marché que j'ai conclu avec lui à Lausanne ». Avec les installations de guidage au sol et tout ce qui s'ensuit, cette force aérienne représentait une somme colossale et ne pouvait servir à rien. On me reproche sur tous les tons la dépense que représente la basilique de Yamoussoukro. Devait me dire Oufouette beaucoup plus tard. Rappelez-vous les mirages de Mobutu. Ils sont à la casse depuis longtemps. Ils avaient coûté beaucoup plus cher. Pompidou n'était pas plus fier que moi de cette transaction. Que voulez-vous, m'avait-il dit. Nous devons être réalistes. Si nous refusons de vendre des mirages, Mobutu s'adressera aux Américains. Enfin, Mobutu apporte aussi son soutien militaire direct à certains alliés de la France. En 1981, il est le premier président africain à répondre à l'appel à l'aide d'Hissène Habré, menacé au Tchad. Il dépêche alors 2700 soldats zaïrois, 3 Mirages, 3 avions d'appui tactique et 2 Hercule C-130. En 1983, il renouvelle l'opération. À travers ses interventions et ses alliances, Mobutu se positionne comme un pilier de l'Occident en Afrique, un rempart contre le communisme. En retour, ses alliés ferment les yeux sur ses dérives et prolongent la survie d'un régime autoritaire en crise permanente. Jeudi 4 octobre 1973, à la tribune des Nations Unies, lorsque j'ai annoncé publiquement et officiellement la rupture des relations avec Israël, que j'ai considéré comme pays ami, en faveur de l'Égypte, pays frère, j'ai bien spécifié qu'il s'agissait de l'Égypte, dont les territoires étaient occupés par Israël. Et en réponse à la question qui m'a été posée, j'ai dit textuellement ceci, puisque feu le président Sadat, l'année dernière, m'avait informé officiellement qu'il allait reprendre,
que plus rien ne justifiait l'état de guerre entre lui et Israël, et moi, qui ai pris fait et cause pour l'Égypte, je me suis posé la question de savoir, mais j'ai pris fait et cause pour l'Égypte, l'Égypte a repris, ben, qu'est-ce que moi j'attends? C'est sur le plan de la logique pure, madame. Je ne dicte rien, je ne demande rien, je n'exige rien. Mais j'aurais préféré une décision. Moi, je suis l'homme des décisions. Qu'on nous dise, ou bien on efface, mais je n'exige pas ça, je ne demande rien. Ou bien on efface, ou bien on nous dit carrément, comme va le faire aussi la France dans les jours à venir, j'efface le tiers, sans demander trop de complications, sans que ça soit trop cérébral, que ça ne soit pas trop compliqué. Dans le vaste échiquier de la guerre froide, Mobutu n'était pas un pion entre les mains des grandes puissances. Il était un acteur doté d'un réel talent politique et d'un sens aigu du calcul. Charismatique, habile, il se présentait comme un fauve rusé, à l'image du léopard dont il fit son emblème. Un disciple de Machiavel qui savait jouer des alliances pour renforcer sa position. À sa carrure imposante, Mobutu ajoutait un style vestimentaire singulier et un discours à la voix tranchante. En 1971, il adopta un nom à rallonge qui marquait sa volonté de bâtir un mythe autour de sa personne, Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga, c'est-à-dire Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Larry Devlin, ancien chef de la CIA à Kinshasa, soulignait cette complexité. N'oubliez jamais qu'il y avait beaucoup de Mobutu. Vous avez vu le côté déplorable. Mais il était si différent au début. Je m'en souviens comme d'un jeune homme dynamique, idéaliste, décidé à faire du Congo un pays indépendant et qui semblait croire vraiment en tout ce que voulaient les dirigeants de l'Afrique. Mais derrière cette image du grand léopard se cachait une dépendance militaire. L'armée zaïroise, souvent en difficulté pour réprimer les rébellions, dut à plusieurs reprises être secourue par ses alliés. Lors des 2 invasions des gendarmes katangais au Chaba, ce furent les soldats marocains, puis la Légion étrangère française qui sauvèrent le régime. Mobutu ne s'en cachait pas. Lorsqu'il rencontrait des difficultés financières, il sollicitait directement ses partenaires, notamment la France. En 1989 encore, Paris se chargea de régler ses dettes. Le maréchal l'avouait avec une désarmante franchise. Vous savez bien, comme je le sais aussi, que de temps en temps, lorsqu'il y a des difficultés, la France intervient pour payer la solde des militaires, le salaire des fonctionnaires. Selon Jacques Foccart, conseiller de l'Élysée, Mobutu cherchait d'ailleurs à repositionner ses alliances. Il voulait remplacer la Belgique par la France comme partenaire privilégié. Il proposait que la France prenne la tête d'un consortium pour raffiner le cuivre, qu'elle construise la Voie du Zaïre, un institut Pasteur, un lycée français. Il annonçait même qu'il allait transférer de Bruxelles à Paris la base européenne d'Air Zaïre. Le président zaïrois ne se limita pas aux capitales occidentales. Il diversifia ses alliances, notamment vers la Chine et plusieurs pays arabes qui l'appuyèrent financièrement et matériellement. Avec Pékin, une coopération s'installa. Elle donna naissance au Stade des Martyrs, au Palais du Peuple, aux pagodes présidentielles et s'étendit jusque dans le domaine agricole. Ainsi, Mobutu sut se présenter comme un allié indispensable des grandes puissances, tout en cultivant son autonomie de manœuvre. Tour à tour stratège, dépendant et manipulateur, il incarna cette ambiguïté permanente qui permit à son régime de durer plus de 3 décennies. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Est-ce que cette consultation populaire est aussi une sorte d'examen de conscience personnelle après presque 25 ans de pouvoir? Et pourquoi pas tout ce qu'on me dit? Ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Ça pourrait être la fin du parti unique? Comment? Ça pourrait être la fin du parti unique? C'était la volonté de la majorité du peuple zaïrois, je n'hésiterai pas une seule seconde. En 1988, Mikhaïl Gorbatchev prend la tête du Parti communiste de l'Union soviétique. Avec sa politique de perestroïka et de glasnost, il tente de réformer un système à bout de souffle tout en maintenant le rôle dirigeant du parti. Mais très vite, les événements lui échappent. La chute du mur de Berlin en 1989, la réunification de l'Allemagne et l'effondrement du bloc de l'Est symbolisent l'échec du monopartisme. Partout, les peuples aspirent à plus de démocratie. Même le Zaïre n'est pas épargné par cette onde de choc. Dans un premier temps, Mobutu tente de minimiser la portée de ces bouleversements.
À la fin de 1989, il déclare que le Zaïre n'était nullement concerné par les événements internationaux. Mais la pression monte. Le 14 janvier 1990, il annonce des consultations populaires pour sonder la volonté du peuple. Les résultats sont sans appel. Sur 6128 formulaires reçus, les critiques sont sévères et les propositions tranchantes. On y réclame la dissolution de la Constitution, la suppression du MPR, la reconnaissance du multipartisme, la convocation d'une conférence nationale et même le départ du président. L'un des textes, adressé directement à Mobutu, lui suggérait de suivre l'exemple du Christ. Après avoir pacifié et unifié le pays pendant 25 ans de pouvoir sans partage, de faire comme Jésus qui, après une mission de 33 ans sur terre, a dit en levant la tête « Père, tout est accompli ». Face à cette contestation, Mobutu s'incline. Le 24 avril 1990, date choisie pour sa symbolique, le chiffre 4 étant considéré par lui comme un porte-bonheur, il annonce une série de réformes, suppression de la Constitution, renvoi du gouvernement de Léon Kengo Wadondo, réhabilitation du multipartisme, légalisation de l'UDPS et libération de son leader Étienne Tshisekedi. Mobutu démissionne de la présidence du MPR, remercie le conseil exécutif et donne naissance à la Troisième République. Aux grandes mutations qui tourmentent le monde, en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime république. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Ainsi, après 25 ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu Sese Seko annonce la fin du parti unique au Zaïre. D'abord limité à 3 partis, le multipartisme devient rapidement intégral sous la pression intérieure et internationale. Le 6 octobre 1990, Mobutu promet la convocation d'une conférence nationale souveraine. Il démissionne de la présidence du MPR, dissout le conseil exécutif et proclame la naissance de la Troisième République. Après 25 ans de règne sans partage, le maréchal Mobutu annonce donc la fin du parti unique. Mais cette ouverture ne tarde pas à révéler ses failles. Dès le 25 avril, une multitude de journaux indépendants fleurissent, signe du renouveau national. Les partis politiques se multiplient également. Plus de 300 sont créés en quelques mois. Mais beaucoup ne sont que des partis alimentaires, fabriqués pour diviser l'opposition et maintenir l'illusion du pluralisme. La tension monte rapidement. Le 30 avril 1990, à Kinshasa, une réunion publique de l'UDPS dégénère. La police tire sur les manifestants, faisant plusieurs morts et blessés. Tshisekedi lui-même, sa femme et un cofondateur du parti sont battus. En mai, la contestation gagne les universités. À Kinshasa, une manifestation étudiante tourne au drame. À Lubumbashi, la répression est sanglante. Entre 50 et 150 étudiants sont massacrés par les troupes d'élite du régime, selon Amnesty International. La pression sur Mobutu devient insoutenable. Le 22 avril 1991, l'UDPS lance une grève générale exigeant le départ du président et la mise en place d'un gouvernement de transition. Quelques mois plus tard, en juillet, Étienne Tshisekedi refuse le poste de Premier ministre que Mobutu lui propose, exigeant à la place la démission pure et simple du maréchal. Je n'étais pas présent à la boule, mais mon message à la nation zaïroise sur le processus de démocratisation date d'avril 1990, donc 2 mois avant la boule. Voilà tout. La toute première fois à ma connaissance, on voit des gouvernements étrangers sous prétexte
d'encourager un processus de démocratisation, s'ingérer d'une manière aussi flagrante dans les affaires d'un pays. Qui a donné mandat aux États-Unis, à la France et à la Belgique de s'occuper de nous gérer? On ne vous gère pas. Critique, mais on vous gère. Eh bien, c'est ça qui est très grave. Dès qu'un problème se pose aux Zaïre, les trois gouvernements. Mais je me pose la question de savoir si c'est un mandat des Nations Unies, de l'OUA, de quel organisme international, pour qu'à tout bout de champ, tel ministre des Affaires étrangères, je condamne, j'approuve, je désapprouve. Avec la fin de la guerre froide, Mobutu perd progressivement ses protecteurs traditionnels. Ses anciens alliés occidentaux, qui avaient longtemps fermé les yeux sur ses dérives au nom de la lutte contre le communisme, commencent à se détourner de lui, voire à le combattre. En mai 1990, un rapport de Grant Taplin, directeur pour l'Afrique au FMI, annonce une décision lourde de conséquences. L'institution coupe les crédits au gouvernement zaïrois tant qu'une partie de la dette extérieure n'est pas remboursée. L'époque des grands projets, des emprunts faramineux et de l'argent facile est révolue. Après avoir chanté, dansé et dépensé, le Zaïre doit désormais rembourser. La même année, le ministre belge des Affaires étrangères, Mark Eyskens, confirme publiquement la mort d'étudiants à Lubumbashi lors de la répression d'une manifestation. En réaction, la Belgique gèle ses crédits publics et suspend toute coopération avec Kinshasa. En juin 1990, à La Baule, François Mitterrand réunit les chefs d'État africains francophones. Mobutu est absent, mais le message du président français est clair: l'aide au développement est désormais conditionnée à la démocratisation. L'aide normale de la France sera plus tiède envers les régimes autoritaires et enthousiaste envers ceux qui franchiront le pas avec courage, déclare Mitterrand. Mobutu, piqué au vif, rétorque qu'il avait déjà engagé la démocratisation 2 mois avant La Baule. Mais en privé, il s'indigne. Ils veulent ma tête, à n'importe quel prix. Mais il n'est pas question que j'accepte ce genre d'ultimatum. Personne n'a le droit de me dicter ma conduite. Nous nous rendons compte à présent à quel point l'aide occidentale est assortie de menaces et de chantage. Le processus de changement, toutefois, est enclenché. Le 7 août 1991 s'ouvre la Conférence nationale souveraine, bientôt reconnue comme l'instance appelée à redéfinir les bases politiques du Zaïre. En décembre 1991, la mise en place de son bureau définitif confirme le caractère irréversible de cette transition. Le 24 avril 1992, lors de l'installation officielle de ce bureau, son président, Monseigneur Laurent Monsengo Passigna, archevêque de Kisangani et figure respectée, donne le ton par une triple interpellation solennelle. Dieu nous interpelle en ces termes: Peuple zaïrois, je vous ai donné un pays merveilleux. Je l'ai doté des richesses inouïes et envié tant pour ce qui est du sol que du sous-sol et d'une population saine et robuste. Qu'avez-vous fait pour que ce pays merveilleux devienne ce qu'il est aujourd'hui? La nation africaine nous interpelle à son tour. Peuple zaïrois, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement t'assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment as-tu fait pour que ta population se retrouve aujourd'hui plus pauvre que la plus pauvre d'Afrique? Et le monde nous interpelle à son tour en ces termes: le Solidarité internationale s'est montrée autrement généreuse à ton égard, peuple zaïrois. Mais comment se fait-il que son aide n'ait profité en grande partie qu'à quelques groupes au lieu de la grande masse de la population? Et que répondrons-nous à ces interpellations, nous peuples zaïrois réunis en conférence? À notre avis, nous dirons adieu à la nation africaine et à l'histoire, que nous nous engageons à tout faire pour que tout cela change. À travers ce discours, la conférence nationale proclame son ambition: mettre fin à un système usé et ouvrir la voie à un changement profond et radical.